Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Futur TV. Tout de suite, les titres. La France rend hommage aux victimes des attentats de Paris. Les noms des 130 personnes tuées il y a 2 semaines ont été lus dans la cour des Invalides. Paris envisage de coopérer avec l'armée de Bachar el-Assad contre le groupe État islamique. Laurent Fabius l'a évoqué dans une interview sur RTL ce matin. C'est une première depuis le début du conflit syrien. Dans un bidonville de Nairobi, le pape s'insurge contre la pauvreté. Au 2e jour de sa visite au Kenya, François a dénoncé les minorités qui concentrent pouvoir et richesse. Les CATEB se sont mis d'accord pour travailler avec le courant patriotique libre sur l'élaboration d'un texte de loi électorale. Salim Sayeh l'a annoncé après une visite à Rabier ce vendredi. L'ancien ministre était accompagné d'Albert Costagnan, membre du bureau politique des CATEB. Il s'est entretenu avec le fondateur du CPL et chef du bloc du changement et de la réforme, Michel Aoun, en présence du député Ibrahim Kanan. 16 milliards de dollars sont passés sous le nez du Liban en 2015. C'est ce qu'indique au journal Al-Jumhouriyya les membres du comité en charge de la question des réfugiés syriens. Ces pertes de financement sont 2 fois plus importantes qu'en 2014. L'année dernière, le Liban s'est privé de 7 milliards de dollars. Par ailleurs, ces mêmes sources indiquent que le pays n'a perçu que 975 millions de dollars d'aide sur les 2,4 milliards promis à l'issue de la 2e conférence de donateurs au Koweït. Conférence organisée en janvier dernier pour aider le pays à gérer la présence de 1,5 million de réfugiés sur son sol. Le comité s'est réuni hier pour la première fois depuis 2 mois. Une réunion présidée par Tamam Salam et à laquelle ont participé les ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, des Affaires sociales et du Travail. Ali Ahmad Lakis, alias Abou Aïcha, tentait de fuir le Liban muni de faux papiers syriens. L'un des bourreux des militages Zotair a été arrêté vendredi à l'aéroport de Beyrouth. Ce membre du front Al-Nosra a avoué être le responsable de l'assassinat par balle le 9 septembre 2014 de Mohamed Amiyeh. Le suspect a par ailleurs indiqué être un expert en explosifs et proche d'Abou Malek Taleh, l'émir du groupe terroriste dans le secteur du Kalamoun en Syrie. Selon l'armée, le détenu a également transmis de nombreuses informations sur des personnes impliquées dans le dossier des 25 militaires retenus à Ersal par des djihadistes d'Al-Nosra et du groupe État islamique. Mohamed Amiyeh fait partie des 4 militaires exécutés après leur capture à l'été 2014. Et dans une lettre intitulée « L'ultime appel », le commandant d'Al-Nosra au Kalamoun exhorte les combattants de l'EI à faire défection avant que, je cite, « l'organisation ne disparaisse ». Cette lettre a été signée par Abou Malek Al-Taleh, un des chefs d'Al-Nosra, qui déclare, je cite, « Le groupe État islamique exagère en tuant des musulmans, en les vidant de leur sang et de leur argent et en accusant de blasphème tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. » Fin de citation. Le texte accuse par ailleurs les chefs de l'EI de vendre du pétrole au régime de Bachar el-Assad. Dans un entretien accordé à France 24, le président turc a tenté de jouer l'apaisement avec la Russie. Les 2 pays, vous le savez, sont en froid depuis que l'armée turque a abattu un avion russe il y a 3 jours. Moscou, de son côté, vient d'annoncer une autre mesure forte, le rétablissement des visas pour les Turcs, ce qui met fin au régime d'exemption en vigueur entre les 2 États. Marc Pope. Depuis 48 heures, les accusations fusent et la tension ne cesse de monter entre Ankara et Moscou. Vladimir Poutine accuse la Turquie d'acheter du pétrole à l'organisation de l'État islamique. Lors d'une interview exclusive à France 24, le président turc a réagi très vivement. Ceux qui disent ce genre de choses sont d'abord obligés de les prouver, ce genre d'allégations. Parce que s'ils n'arrivent pas à prouver ce genre d'allégations, ça veut dire qu'il s'agit d'un manque de respect très important contre la République de Turquie, et les gens qui font ça sont en train de nous calomnier. Mais quelques heures plus tard, lors d'une conférence de presse avec François Hollande, le président russe persiste et signe. Nos avions ont observé des colonnes de citernes qui entrent en Turquie jours et nuits. Si la Turquie n'est pas au courant, il faut qu'elle s'en renseigne. Il est possible qu'il y ait des cas de corruption et de collaboration. Laissons les Turcs découvrir la vérité. Si Moscou a rejeté l'option militaire contre Ankara, les Russes comptent bien faire usage de l'arme économique. Le Premier ministre Dmitry Medvedev a ainsi chargé son gouvernement de préparer des mesures de rétorsion. Nous travaillons sur un document pour introduire des restrictions et des interdictions des structures turques sur notre territoire. Cela portera sur les produits d'importation, sur la mise en œuvre des travaux et services fournis par des entreprises turques et d'autres mesures restrictives. Selon la presse russe, les douanes ont déjà commencé à inspecter les marchandises arrivant de Turquie, entraînant retard et blocage.
L'arme économique pourrait s'avérer redoutable. Les importations turques en Russie ont dépassé les 3 milliards de dollars depuis le début de l'année. Et justement, en Turquie, 2 journalistes accusés d'espionnage ont été incarcérés. Ces reporters proches de l'opposition ont diffusé un reportage accusant Ankara de livrer des armes à des djihadistes en Syrie. Vanessa Abba nous en dit plus. Des applaudissements pour saluer le travail de Can Dündar et d'Erdem Gül. 2 journalistes turcs arrêtés ce jeudi soir. La justice du pays les accuse d'espionnage et de divulgation de secrets d'État. En cause, un reportage publié en mai dernier sur de possibles livraisons d'armes par les services secrets turcs en Syrie. Avant l'audience, les journalistes affirmaient avoir simplement fait leur travail. Si le pays est menacé ou en danger, un journaliste doit le dévoiler. Dernièrement, nous avons subi des attaques à Suruç et Ankara. Nous en avons parlé. Si un pays ou un peuple est en danger, le journaliste se doit d'écrire dessus. Voici les images que les journalistes ont eues à leur disposition. Janvier 2014, la gendarmerie turque intercepte un convoi de camions dans le sud du pays. Il est censé transporter des médicaments en Syrie. Mais en réalité, des armes sont retrouvées sous ces caisses. L'affaire ébranle le sommet de l'État. Recep Tayyip Erdogan continue malgré tout à nier et réaffirme que son pays ne soutient pas militairement les rebelles syriens. Certains disent Erdogan a dit qu'il n'y avait pas d'armes dans ces camions. Quelle différence ça ferait s'il transportait des armes? Ce que nous disons, c'est que nous apportions une aide humanitaire là-bas. Le président turc avait aussi promis que les 2 journalistes ne s'en sortiraient pas comme ça. Une nouvelle preuve de la pression exercée par le pouvoir en place sur les médias turcs. À Nairobi, le pape dénonce l'injustice des périphéries abandonnées à la pauvreté. C'est après la pause. Dans une atmosphère extrêmement émue et solennelle, la France a rendu ce matin hommage aux victimes des attentats de Paris. La cérémonie a eu lieu dans la cour d'honneur des Invalides à Paris. Officiels, membres du gouvernement, ambassadeurs, chefs de partis politiques et bien entendu les proches des victimes étaient présents. 2000 personnes en tout donc dans cette cour des Invalides où il est très rare d'honorer des civils. 10h30, la Marseillaise résonne dans la cour d'honneur des Invalides. En chef des armées, François Hollande passe en revue les troupes avant de prendre place dans le silence. Une vaste tribune de 2650 sièges a été érigée dans la cour. Y sont installés les membres du gouvernement, de l'opposition, mais aussi et surtout les proches des victimes et des survivants. Puis à mesure que les portraits des disparus sont projetés sur écran, sur la scène, Yael Naïm, Camélia Jordana et Nolwenn Leroy reprennent ensemble Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. Plus solennel et dans l'ordre alphabétique, les noms et l'âge des 130 victimes sont lus à haute voix. Mathieu Hoche, 37 ans. Jamila Oud, 41 ans. Des hommes, des femmes de toutes origines, la moitié n'avait pas 35 ans. 130 noms, 130 vies arrachées, 130 destins fauchés, 130 rires que l'on n'entendra plus, 130 voix qui à jamais se sont tues. Et en chef de guerre, François Hollande promet de tout mettre en œuvre pour détruire l'organisation de l'État islamique. Ils ont le culte de la... À vous tous, je vous promets solennellement que la France mettra tout en œuvre pour détruire l'armée des fanatiques qui ont commis ces crimes, qu'elle agira sans répit pour protéger ses enfants. Une minute de silence est enfin observée par l'assistance. Puis, symboliquement, l'orchestre de la garde républicaine joue une seconde fois la Marseillaise pour clore la cérémonie. Ces attentats, la priorité en France est plus que jamais à la lutte contre l'organisation État islamique. Pour la première fois, Paris évoque la possibilité que l'armée syrienne soit associée à ce combat. C'est Laurent Fabius qui a avancé cette option ce matin sur RTL. Une déclaration
qui tranche avec la position affichée par la France jusqu'à présent, position qui consiste à réclamer le départ du président Bachar el-Assad. Suite à présent de la visite du pape au Kenya, ce matin, c'est à Kangemi, dans un bidonville de Nairobi, que François s'est rendu. Le souverain pontife a condamné l'injustice atroce à laquelle sont confrontées ces périphéries abandonnées par des minorités qui, je cite, concentrent pouvoirs et richesses. On l'écoute. Voir votre niveau de vie augmenter quotidiennement ne justifie en rien l'injustice de la marginalisation urbaine. Ce sont les blessures provoquées par les minorités qui concentrent le pouvoir, la richesse et gaspillent de façon égoïste, tandis que des majorités toujours croissantes sont obligées de se réfugier dans des périphéries abandonnées, contaminées, marginalisées. Aux États-Unis, le Black Friday, littéralement vendredi noir ou vendredi fou, est attendu toute l'année. En même temps, il est bien pratique. Juste avant les fêtes, il marque notamment le coup d'envoi des achats de Noël. Ainsi, on peut trouver tout et n'importe quoi à des prix dérisoires, de la machine à laver aux jouets de Noël, en passant évidemment par les fringues. Aux États-Unis, le Black Friday, c'est le jour où il faut dépenser. Serge Berbery nous en dit plus. L'heure du Black Friday a sonné pour les Américains. De la machine à laver aux jouets de Noël, en passant évidemment par les fringues, aux États-Unis, le vendredi noir, c'est le jour où il faut dépenser. Ils étaient nombreux ce matin à se ruer dans les magasins pour profiter des soldes monstres proposés par les commerçants qui misent eux aussi beaucoup sur ce vendredi noir pour écouler leur stock et gonfler leurs recettes. Les emplettes se font aussi sur Internet, mais les détaillants offrent souvent plus de choix. Et cette année encore, ce sont les tablettes, DVD et autres produits électroniques qui ont la cote. C'est magnifique, il y a d'excellentes remises, surtout sur les télés. Les promotions sur les télévisions sont géniales. Plus de 50% de rabais, c'est brillant. Et pour être sûr d'être totalement comblés, certains se sont levés très tôt pour être parmi les premiers à rentrer dans les magasins. Je suis arrivé ici vers 3h30 du matin. Ils ont ouvert à 5h, ce qui fait 1h30 d'attente. Et nous sommes très satisfaits de nos achats. Le Black Friday, un concept très prisé des Américains, s'est depuis exporté un peu partout dans le monde, notamment en Allemagne, en France ou en Italie. Il suit la fête de Thanksgiving qui marque traditionnellement le coup d'envoi des fêtes de fin d'année aux États-Unis, avec la traditionnelle parade à Manhattan. Une foule de New-Yorkais se sont amassés dans les rues de la Grosse Pomme, non sans crainte d'attaque après les attentats de Paris, mais visiblement, la présence policière rassure. À chaque fois que nous nous rendons dans une grande métropole comme à New York, la vie des attentats du 11 septembre, eh bien on s'inquiète un peu. Mais la présence policière nous rassure. C'est très impressionnant. Les gens coopèrent avec la police qui effectue un travail remarquable pour qu'on se sente en sécurité. La chanteuse américaine Mariah Carey a fait le show durant la parade en interprétant son célèbre tube de Noël, All I Want for Christmas is You. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. La France rend hommage aux victimes des attentats de Paris. Les noms et âges des 130 personnes tuées il y a 2 semaines ont été lus dans la cour des Invalides.
Paris envisage de coopérer avec l'armée de Bachar el-Assad contre le groupe État islamique. Laurent Fabius l'a évoqué dans une interview sur RTL ce matin. C'est une première depuis le début du conflit syrien. Dans un bidonville de Nairobi, le pape s'insurge contre la pauvreté. Au deuxième jour de sa visite au Kenya, François a dénoncé les minorités qui concentrent pouvoirs et richesses. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne fin de soirée à toutes et à tous.